Le rectificationnisme diopien. Et selon Cheranta Diop, rectifier consiste à apporter un démenti historique, donc à réajuster une assertion fausse, insuffisante ou à la réfuter. Donc, le diopisme est de ce point de vue un rectificationnisme. Son objet explicite, c'est de rectifier les mensonges de l'histoire, de la science et de la philosophie occidentale contemporaine. Et donc, c'est vraiment là le défi des historiens modernes. C'est d'abord de mettre le doigt sur des éléments de l'histoire qui ne collent pas, si je peux me permettre de parler comme ça. Et en écrivant donc cet ouvrage, Du sang bleu à l'encre noire, je pense qu'il est important que je précise que je ne suis pas historienne. Je me suis mise à la place d'une personne lambda, je me suis mise à votre place. Donc, je me suis posé des questions sur certains pans de l'histoire. J'ai considéré qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans l'histoire et j'ai pensé qu'il y avait vraiment une volonté quelque part d'exclure le noir de l'histoire en général, donc de l'historiographie en général. Et donc c'est le défi que j'ai voulu aussi lancer aux historiens. Quelque part ça a été de la provocation pour moi, qui ne suis pas historienne, d'écrire un tel livre en fait, parce que je suis passionnée d'histoire mais je ne suis pas historienne, et je n'ai même pas envie vraiment de me former dans les universités actuelles en tout cas. Je suis à la recherche effectivement d'historiens peut-être qui n'auraient pas cette vision eurocentrée des choses, parce qu'en analysant les choses, on se rend compte que l'histoire que nous étudions aujourd'hui, et cette histoire qui est enseignée dans les écoles, est une histoire qui est vraiment étudiée selon un paradigme eurocentré. Et donc, j'ai écrit cet ouvrage Du sang bleu à l'encre noire, parce que je pense qu'il existe des preuves historiques qui attestent de l'existence d'une population primitive noire sur le territoire européen. Tout comme il existe des preuves qui témoignent de la présence d'une classe dirigeante noire en Europe à une certaine période. Aussi, certaines preuves nous renvoient à l'existence d'une lignée noire africaine dans les grandes familles aristocratiques et royales occidentales. Cependant, ces sources et ces preuves historiques semblent non seulement avoir été occultées, mais également falsifiées. Et enfin, comme pour marquer le coup de grâce, un travail de nettoyage d'une certaine élite noire d'Europe fut justement opéré avec l'avènement du révisionnisme, alors que l'histoire officielle semble frapper d'un mutisme incurable depuis des siècles à ce sujet. Il s'agit là d'un cas, pour ma part, en tout cas, de négationnisme flagrant. On parle de négationnisme. On peut citer la Shoah quand on parle de négationnisme, on peut parler aussi du génocide au Rwanda, mais il existe un cas de négationnisme flagrant et qui concerne donc une certaine élite, une population noire qui était présente sur le territoire européen et qui a dû être chassée, pour les raisons que je vais vous expliquer plus tard. Et là, aucun historien ne semble être intéressé de mettre le doigt sur ce fait qui, à mon sens, semble quand même important. Et j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre pourquoi le noir est devenu une couleur qui dérange à un certain moment en Europe. D'autant plus que j'avais fini par découvrir que les premières populations, donc la population primitive sur le territoire européen était une population de race noire. Donc j'ai tenu à comprendre pourquoi est-ce que les historiens aujourd'hui ne veulent pas accepter cette théorie. Et je pense que le souci en fait vraiment est dans cette perception, dans ce paradigme occidental des choses qui tend à cacher une pensée suprémaciste en fait. Et
je pense que pour comprendre les choses, il est important de s'intéresser à 3 périodes de l'histoire, à l'Antiquité, au Moyen-Âge et au temps moderne. Et je commencerai donc par l'Antiquité, tout simplement parce que les historiens occidentaux considèrent que l'histoire est née dans l'Antiquité avec l'apparition de l'écriture. Et l'histoire serait née en Grèce. Alors pourquoi est-ce que, avant la Grèce antique, il n'y a jamais eu de population, il n'y a jamais eu de civilisation qui se soit intéressée à l'histoire? Est-ce qu'avant l'Antiquité, est-ce qu'il n'existait pas de civilisation qui s'intéressait à son passé ou qui avait pensé sous forme d'écriture de garder les événements du passé? Donc on nous dit, aujourd'hui en tout cas c'est ce qui est enseigné dans les écoles, que l'histoire a trouvé naissance en Ionie, donc en Grèce, avec l'apparition de ces personnes qu'on appelait des logographes. Donc logographos, logos qui vient de parole et grapho qui vient d'écrire, c'était donc, les logographes étaient des personnes qui avaient pour mission de retranscrire l'histoire en se basant sur des sources orales. Des sources donc orales à partir de témoignages de personnes, etc. Mais ce que l'on constate par rapport à ces personnes qui sont chargées de retranscrire l'histoire dans l'Antiquité, c'est qu'ils ont une volonté d'écrire une histoire qui est belle. Donc, c'est surtout l'esthète, c'est surtout la poésie, c'est surtout le charme et la mythologie qui est mise en évidence, mais à aucun moment il y a cette volonté de présenter l'histoire selon l'exactitude des faits. Donc, mais il va y avoir des réactions, heureusement, dans l'Antiquité, et les 2 personnes qui vont avoir des réactions qui vont avoir une certaine portée à cette époque antique, c'est de 1 Hécatée de Milet et de 2 Hérodote d'Halicarnasse. Alors, Hécatée de Milet, qui est donc un logographe également, sera la première personne à avoir, en tout cas, manifesté le besoin de pouvoir critiquer l'histoire. Donc, il va écrire le premier essai de critique historique et va donc manifester cette première tentative d'émanciper l'histoire des mythes et de la poésie. Donc, il va écrire son œuvre Généalogie, dans lequel il dira « J'écris ces notes comme elles me paraissent vraies, car les récits des Grecs sont à mon avis aussi nombreux que ridicules. » Et Hérodote d'Halicarnasse, on considère en tout cas qu'il est le père de l'histoire. Et c'est lui qui va manifester sa première volonté de dégager le vrai du faux dans l'histoire antique, dans l'histoire qui est donc retranscrite à l'époque antique. Et c'est le premier à donner la notion d'enquête à l'histoire, qui est une notion très importante. Parce qu'il est bien beau de fournir des preuves, encore aujourd'hui, des preuves historiques, mais il faut permettre aux personnes comme vous et moi, qui ne sommes pas des historiens, de pouvoir aller vérifier ces sources, de pouvoir aller voir si effectivement ces sources collent avec ce qu'on nous présente comme étant une histoire, une historiographie. Alors, Hérodote est le premier également à mettre en évidence la notion de plagiat dans la retranscription de textes historiques. Et il est aussi celui qui va vraiment avoir cette honnêteté de reconnaître que la plupart des éléments de connaissance à l'époque de la Grèce antique viennent du berceau égypto-nubien. Donc on sait que la plupart des Grecs, des penseurs grecs, sont allés en Égypte et ont apporté une grande partie de la connaissance que les Grecs plus tard vont s'attribuer, ou que les Occidentaux aujourd'hui s'attribuent, vont les ramener d'Égypte. Et donc, Hérodote va avoir, en tout cas, lui, cette honnêteté de reconnaître que la connaissance, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, en tout cas, des Égyptiens. Hérodote va écrire une œuvre extraordinaire qui est l'histoire, que certains ont appelée l'enquête, pour donc reprendre l'importance de la notion d'enquête qu'il avait donnée à l'histoire. Et cette œuvre est vraiment une précieuse source anthropologique antique, parce que Hérodote, c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager et il peut être considéré comme le témoin oculaire des peuples primitifs, entre guillemets, mais en tout cas des peuples de l'Antiquité de l'époque. Hérodote va nous décrire les populations qu'il va rencontrer sur son chemin et la plupart seront de race noire, comme on va le voir petit à petit. Et ce qu'il faut retenir aussi au Moyen-Âge, c'est l'avènement de cette population que l'on va appeler les morts. Et donc là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsque je parle des premiers habitants du territoire européen qui, d'après certaines sources, étaient de race noire,
je fais la distinction entre cette population et les morts. Parce que beaucoup m'ont dit, oui, mais comment dire, les Noirs que l'on retrouvait en Europe à ce moment-là étaient les morts. Il n'y avait pas que les morts, puisqu'il y a des gens comme Hérodote qui étaient des témoins oculaires de ces populations qui étaient de race noire et qui étaient là bien avant que les morts arrivent en Europe. Donc les morts arrivent au 7e siècle en Europe. Qui sont ces morts? Eh bien, les morts sont une population berbère. Et donc là, j'ai tenu en tout cas, à partager avec vous certains passages de mon ouvrage. On nous dit que dans le royaume d'Ibérie, donc qui concerne l'Espagne et le Portugal actuel, les Berbères, désormais connus comme les morts, puisqu'ils reçoivent cette appellation quand ils arrivent en Ibérie, créèrent une civilisation très avancée et une culture qui se répandit grâce à son art, ses sciences, son architecture et ses centres d'apprentissage. Donc, au Moyen-Âge, lorsque les morts arrivent, là, en tout cas, l'activité intellectuelle est quand même assez pauvre en Occident. Donc, les morts vont amener une certaine connaissance et vont apporter, en tout cas, beaucoup de choses intéressantes à l'Europe à ce moment-là. Et on dit également qu'au début du Moyen-Âge, les descriptions de Noirs européens sont légion. Et que parfois, il a été rapporté que les Noirs étaient de grands dirigeants et qu'ils ont été appelés par euphémisme des hommes bleus. Et qu'au cours de la dernière partie de l'époque médiévale, la représentation de la noirceur prenait une nouvelle tournure. On va expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc le concept, c'est-à-dire de représentation de noir, devient très populaire et est adopté dans l'ensemble de l'Europe vers 1500. Quelque chose a changé, l'élite noire affirme désormais son apparence et son appartenance au christianisme. Cette période coïncide avec le début de la Renaissance et de l'ère moderne. On sait aujourd'hui que la Renaissance est une période très riche en Occident, mais très peu d'historiens font le rapprochement entre l'avènement des morts durant cette période et ce courant que l'on appelle la Renaissance. Dans les temps modernes, que se passe-t-il à l'époque des temps modernes? Il y a l'invention de l'imprimerie, donc on est à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et on assiste à une meilleure diffusion de ces textes gréco-romains, donc avec l'avènement de l'imprimerie. Mais on sait qu'à cette époque-là, en tout cas l'histoire devient un instrument de pouvoir. Donc on va se servir de ces personnes que l'on appelle des historiens, que l'on appelle des hagiographes, que l'on appelle des chroniqueurs, pour servir d'instruments de propagande, en fait, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est à cette période-là qu'on va voir des gens comme les Machiavel apparaître. Machiavel qui a écrit Le Prince, qui est un ouvrage dont beaucoup de politiciens se servent. On sait notamment que Mobutu adorait en tout cas cet ouvrage-là, Le Prince de Machiavel. Vous avez l'apparition des panagéristes, en tout cas aussi à cette époque-là, comme Racine qui était le meilleur panagériste de Louis XIV. Et donc voilà, donc l'histoire devient un instrument de pouvoir. Et dans ce sens-là, on sait qu'il est inévitable pour certains historiens d'utiliser, d'avoir recours à la falsification. On va y revenir également. Voilà donc pour les différents, donc on vient de voir un peu l'évolution, mais vraiment de manière très brève, parce que je ne vais pas trop s'étaler, de manière très brève, l'évolution de la pensée historique en Occident, donc durant ces trois périodes. Maintenant, je vous ai parlé d'hégémonie, de suprématie blanche, suprématie occidentale, à partir du moment où on parle d'une histoire eurocentrée. Il y a lieu de se poser la question, pourquoi l'histoire que nous étudions aujourd'hui, pourquoi l'histoire que nos enfants apprennent encore dans les écoles est en tout cas enseignée selon un paradigme eurocentré. Et je pense qu'il est nécessaire de s'intéresser aux choses dès leur origine. Donc c'est pourquoi il est peut-être intéressant de prendre la période préhistorique pour tenter de comprendre. On sait en tout cas, et il y a beaucoup d'historiens aujourd'hui qui ne le contestent pas, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Maintenant, Cher Antadiop nous parle de deux berceaux primitifs dans la période préhistorique. Et j'attirais votre attention que ces deux berceaux ne sont pas nés de manière simultanée. Donc il y a le berceau méridional dont nous parle Cher Antadiop, c'est le berceau qui concerne l'Afrique. Donc il part de la vallée du Nil, des Grands Lacs jusqu'au delta. Il nous parle également du berceau septentrional.
Et c'est cette région des steppes inhospitalières eurasiatiques. Donc on est en Eurasie. Et voici ce que nous dit Cheikh Anta Diop. Il nous dit que la nature a façonné les instincts, le tempérament, les habitudes et les conceptions morales de deux fractions de cette humanité avant qu'elles ne se soient rencontrées après une longue séparation datant de la préhistoire. Donc, vous avez deux fractions, deux populations qui naissent dans des endroits très reculés, donc les uns des autres. Donc, vous avez la population qui naît au berceau méridional, la population qui naît au berceau septentrional. Cheikh Anta Diop nous fait comprendre que, de part et d'autre, il y a eu une évolution de ces populations selon l'endroit où ils se trouvaient. Donc, pour vous donner un exemple, en Afrique, les sociétés sont régies par des lois matriarcales. Dans le berceau septentrional, c'est le patriarcat qui va primer. Et chercheurs historiens vont tenter de savoir pourquoi c'est le patriarcat qui prime et pourquoi le patriarcat va se révéler comme étant un instrument ou un élément important dans la perception des choses dans le monde occidental. Donc, ce qui nous intéresse ici, bien évidemment, c'est le berceau septentrional, puisqu'on veut tenter de comprendre l'origine de la suprématie occidentale. On sait que dans le berceau septentrional, on a affaire à un territoire compliqué. Donc, la population est caractérisée par le nomadisme, puisqu'ils ne peuvent pas rester en place. C'est un territoire hostile. Donc, ils sont en tout cas victimes de la nature quelque part, puisque c'est un endroit vraiment très peu fertile. Leur comportement se caractérise par l'instinct de survie. Ils vivent de la chasse, de la cueillette. Ils ont affaire à une nature hostile, comme je vous l'ai dit. Ils connaissent des périodes d'abondance, des périodes de pénurie. Les ressources alimentaires s'épuisent rapidement. Ils sont dans un effort permanent, cette population du berceau septentrional. Ils vivent en groupe, mais dans ce groupe, il y a toujours une notion de concurrence, de compétition. Et c'est la loi du plus fort qui prime, en fait. Et malheureusement, ça, je pense que c'est le propre de chaque humain, ça n'a rien à voir avec la race, je pense que c'est le propre de chaque humain. Dès lors que l'instinct de survie, dès lors qu'on est confronté à un instinct de survie, que l'on doit se battre pour vivre, impérativement, il y a le côté animal de l'homme qui ressort. Et donc cet aspect d'animalité est très présent dans cette population du berceau septentrional. Il y a une espèce de déshumanisation qui se fait à partir de ce moment-là. C'est comme si on devient un peu comme des animaux. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que cet environnement hostile va donner naissance plutôt à une psychologie sociale et morale de l'homme du berceau septentrional, dont les caractéristiques sont l'individualisme, le matérialisme, le pessimisme et l'instinct de conquête. C'est cela qui va caractériser principalement cette population. Alors on pense que cette population que l'on connaît aujourd'hui comme les Aryens, on pense que cette population tire son origine de ce berceau septentrional. Alors, il ne faut pas encore faire d'amalgame. Là, on est vraiment en train de parler de peuples primitifs. On n'est pas à l'époque hitlérienne ici. Donc, on parle des peuples primitifs et on parle donc de cette population que l'on appelait les Aryens. Alors, qui étaient-ils? On nous dit, parce qu'il existe une théorie de l'invasion aryenne, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, selon la théorie de l'invasion aryenne, un peuple de cavaliers et de guerriers nomades de race indo-européenne, connu sous le nom d'Arias ou d'Arien, originaire de l'Iran, aurait connu une grande expansion démographique et militaire entre le XVIIe et le XVIe siècle avant Jésus-Christ, et aurait envahi l'Europe et l'Inde du Nord. Je pense qu'il est nécessaire que je puisse vous expliquer ce qui est dans l'ouvrage, mais qui serait trop long à expliquer maintenant, mais je pense quand même qu'il faut ouvrir la parenthèse. Il faut savoir donc que les Arias font partie donc de cette population du berceau septentrional qui était obligée de se déplacer à chaque fois pour chercher là où l'herbe était plus verte, vont à chaque fois arriver dans différents territoires. Et on sait qu'ils sont allés vers l'Inde du Nord à un moment donné, mais quelque chose a fait qu'ils ont fait demi-tour.
les historiens, il y a beaucoup en tout cas de thèses, il y a beaucoup de théories pour expliquer pourquoi est-ce que la première fois que les Arias sont arrivés dans l'Inde du Nord, pourquoi est-ce qu'ils ont fait marche arrière, etc. Mais on sait en tout cas qu'ils ont fait marche arrière la première fois, qu'ils sont allés vers d'autres endroits, notamment dans un territoire que l'on appelait le pays des Élams, qui était habité par une population dont on sait aujourd'hui qu'ils étaient de race noire, qui s'appelait les Élamites. Ils auraient conquis dans cette population les Élamites, et ils auraient appelé cette région l'Iran. Et l'Iran, l'étymologie du mot Iran nous renvoie vers le pays des Ariens. Donc après avoir, c'est pour ça ici dans le texte, donc je trouvais que c'était important quand même que je fasse référence à cela, on nous dit que ces Ariens sont originaires d'Iran. Ils ne sont pas vraiment originaires d'Iran, ils avaient conquis l'Iran. Ensuite, ils sont retournés une deuxième fois en Inde du Nord. Et lorsqu'ils arrivent pour la deuxième fois en Inde, ils rencontrent une population noire également, dont on sait aujourd'hui qu'il s'agissait des Dravidiens. Donc on nous dit que les Arias arrivent en Inde, et lorsqu'ils arrivent, cette population, donc les Dravidiens, étaient déjà installés et avaient déjà fondé les villes d'Harappa et de Mohenjo-Daro. L'auteur Giuseppe Sormani écrivait en 1965 que les Ariens entrèrent en contact avec des formations sociales déjà anciennes et très civilisées, auprès desquelles ils faisaient figure de véritables barbares. Et donc, selon Merlin Stone, qui est un historien également, ils avaient abandonné depuis longtemps le matriarcat pour adopter un système familial ainsi qu'une forme de gouvernement patriarcal. Alors, les Ariens auraient donc découvert une civilisation déjà bien avancée lorsqu'ils arrivent en Inde, donc à la région nordique de l'Inde, qui sont les Dravidiens, et qui sont déjà bien avancés, et ils vont commencer à manifester une sorte de frustration à l'égard de cette population. Mais notez bien le fait que les Ariens ont connu ce qu'on a appelé une grande expansion démographique, donc ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux que les Dravidiens lorsqu'ils arrivent sur leur territoire. Donc ils vont les conquérir assez rapidement et ils vont ressentir une espèce de frustration par rapport à l'avancée, tant sur le point technologique que sur le point intellectuel. Ils vont se mettre à manifester ce qu'on pourrait considérer comme la première forme de négrophobie en fait. Et donc, en arrivant sur ce territoire, ils vont prendre ce qui est bien de la part des Dravidiens aussi, bien évidemment. Donc ils vont adopter l'écriture dravidienne. Et on sait notamment que les tout premiers textes des Ariens, qui est le Rig Veda, c'est-à-dire donc un recueil de textes en sanskrit, dans le Rig Veda, ils vont se mettre à écrire tout un tas de choses, et dans ces éléments qu'ils vont écrire, on va donc percevoir quelque part cette négrophobie qu'ils manifestent à l'égard de la population autochtone que sont les Dravidiens. Et il faut rappeler aussi que les livres de Veda, comme on les appelle, ou le Rig Veda, est écrit en alphabet dravidien. Donc c'est la preuve que lorsque les Ariens sont arrivés, ils n'avaient pas d'écriture. Ils ont adopté l'écriture dravidienne et l'alphabet dravidien. Selon une certaine théorie que moi je considère comme afrocentriste, les sources les plus fiables de la frustration des Ariens à l'égard des Noirs se trouveraient dans les livres de Veda. Et c'est dans ces livres-là que qu'ils auraient manifesté leur volonté de ségrégation raciale. Donc c'est à partir de ce moment-là que pour la première fois on a affaire à une population de race blanche confrontée à une population de race noire, et qu'il est question de séparer les deux races en tout cas. On parle carrément de ségrégation raciale. Alors, on nous dit, en tout cas certains chercheurs afrocentristes, il faut bien en tout cas garder en tête que tout cela ne vient pas de moi, ça aurait été trop simple que je vienne ici, que je commence à vous raconter des histoires comme ça. Donc les afrocentristes considèrent que les Ariens à la peau blanche ne voulaient pas se mêler aux premiers habitants qui sont les Dravidiens et qui ont la peau noire. Donc ils vont se mettre à établir des divisions. Et la première fois que l'on parlera véritablement de division en caste, c'est à ce moment-là. Donc voilà, ils vont également établir des lois qui vont interdire des mariages mixtes entre les Ariens et les Dravidiens. Donc ces fameux textes que les Ariens écrivent donc en sanskrit et selon l'alphabet dravidien révèlent
une certaine négrophobie, d'où je vous ai donc rapporté un extrait. Que le vainqueur de Vritra, maître des vaches, nous fasse connaître ces vaches, sous la splendeur de ses rayons, qu'il fasse disparaître les noirs, qu'ils appellent les Asuras. Et lorsque l'on analyse l'étymologie de ce mot Asuras, Asuras fait également référence à esclave, à personne soumise. Donc, on retrouve non seulement cela, mais on retrouve aussi, rappelez-vous bien, cet aspect d'animalité qui revient. Alors, la notion d'animalité, je pense que cette notion est très importante pour comprendre le paradigme occidental et comprendre un peu pourquoi certains pensent qu'il y a eu une volonté suprémaciste blanche dans la manière de retranscrire l'histoire. Alors, on peut prendre les penseurs occidentaux qui reprennent cette conception d'animalité. Vous avez Aristote qui vous dit que l'homme est un animal social. Diogène nous dit que l'homme est le seul animal bipède. Descartes nous dit que l'homme est le seul animal doué de raison, que l'homme est le seul animal bimal et bipède, etc. En tout cas, il y a plus de détails dans les feuilles qui vous ont été distribuées, je pense. Donc, l'homme est un animal. On part donc du principe, on peut peut-être rejoindre à ce moment-là peut-être Darwin, je ne sais pas. Mais, donc l'homme est un animal. Nous sommes tous des animaux. Mais là où l'homme occidental aurait excellé, c'est dans sa capacité à s'être humanisé, quelque part. Donc, nous sommes tous des animaux, toutes races confondues, mais le plus fort, c'est celui qui a eu la capacité d'accéder au niveau humain. Donc, l'homme est un animal et le plus fort a autorité sur les autres. Et on voit cette conception des choses, en tout cas dans plusieurs périodes de l'histoire. Dans l'Antiquité, l'homme asservi, c'est un homme qui est diminué. C'est une autre espèce humaine. Il n'est plus considéré comme un humain, dès lors qu'il est asservi. On parle de quasi secundum hominum genus sunt, ou bien de diminutu capitis, pour reprendre le droit romain. Donc, l'homme est bien, lorsqu'il est asservi, il est bien considéré comme un animal. Et quelqu'un comme Cicéron nous dira donc qu'il existe des nations qui sont nées pour l'esclavage. Et là, il ne fait pas de distinction de race. Il ne dit pas les noirs doivent être des esclaves, les jaunes doivent être ceci, etc. Il dit qu'il existe des nations. Donc, dans l'humanité, il y a des hommes qui sont nés pour devenir esclaves. Alors, au Moyen-Âge, on assiste vraiment à ce qu'on peut appeler des guerres raciales, des guerres religieuses, et on assiste à la montée de la négrophobie. Pourquoi? Rappelez-vous, il y a ces morts qui vont entrer au 7e siècle au Moyen-Âge, et ces morts vont devenir dérangeants, quelque part. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'arrivée de ces morts coïncide avec l'arrivée de l'islam en Ibérie. Donc, lorsque l'armée de Mohammed arrive, il y a également ces morts qui vont s'allier à l'armée musulmane. Donc, il y a des musulmans qui vont s'introduire également en Europe, qui font partie de ces morts-là, même s'il y en a d'autres qui vont embrasser la religion chrétienne. Donc, toutes ces personnes de race noire que vous avez vues représentées dans les tableaux antiques que je vous ai montrés, du Moyen-Âge plutôt que je vous ai montré. Mais, donc, au Moyen-Âge, on assiste à la première montée de ce qu'on pourrait appeler la négrophobie. Donc, on assiste à ce qu'on peut appeler le démarrage du négrocide historique. Donc, les morts sont considérés comme des musulmans. Or, on veut mettre en avant la chrétienté. La religion catholique veut se répandre au maximum. Donc, les morts qui représentent les musulmans et une certaine élite vont commencer à déranger. Et la conception du noir va donc être habillée d'un aspect diabolique. Donc on va considérer le diable, le noir plutôt, comme le diable. Donc on va carrément associer le noir à tout ce qui est diabolique, à tout ce qui n'est pas chrétien, à tout ce qui n'est pas catholique. Et cette démarche va malheureusement être encouragée par l'Église.
Bien évidemment qu'il y a des aspects politiques dans cela, il y a des aspects idéologiques, il n'y a pas que des aspects raciaux, mais la problématique de la race intervient également au Moyen-Âge à ce moment-là. Et à l'époque moderne, on va assister à ce qu'on appelle la fierté des États. Donc les États réformateurs vont mettre en avant leur fierté, vont se montrer très vaniteux en fait. Chaque État voudra se mettre en avant et ne va pas hésiter d'ailleurs à fabriquer certaines choses. C'est à ce moment-là que vont apparaître, comme en France par exemple, la matière de France avec la chanson de Roland, etc. En Angleterre, vous avez The Oath Bestmen, en Espagne, vous avez le personnage du Cid. Vous avez chaque fois des personnages qui vont être mis en avant comme étant des sortes de héros nationaux. Donc, on assiste à une période où chaque État va se mettre en avant et va se créer un héros national. Et cette attitude pleine de vanité ne va pas exclure les démarches de falsification. Donc, on n'hésitera pas, s'il le faut, à inventer des choses, à s'approprier des choses. Et à l'époque contemporaine, cette fierté nationale va être exacerbée, avec la volonté qui va s'agrandir de plus en plus d'effacer les traces de toute présence dominante noire en Europe. C'est à ce moment-là qu'en tout cas, les trois démarches de tricherie historique vont vraiment apparaître, donc la négation, l'occultation et la falsification. Et qu'est-ce que cela va entraîner? Cela va entraîner, étant donné que le noir devient quelque chose de dérangeant, quelque chose de diabolique, étant donné que le noir est relié à l'islam et que l'islam dérange en Occident, la plupart des grandes familles qui ont en leur sein des noirs vont commencer à renier ces traces, en tout cas de noirs dans leur famille. Et je cite dans mon ouvrage un personnage qui est très controversé. Je vous avoue que quand j'ai lu les écrits de cette personne, qui est finalement un conservateur, un chercheur, qui porte le nom d'Egmont Gottfried, c'est un chercheur surinamien et qui a étudié justement la falsification, mais vraiment plus sur le terrain de l'art. Et alors, lui a fait aussi toute une série d'études. Au début, j'ai trouvé ça vraiment farfelu, je trouvais que ces études étaient vraiment beaucoup trop subjectifs, mais il y avait des éléments très pertinents, parce qu'à un moment donné, Gottfried vous met devant des preuves, mais indéniables, irréfutables. Et lui va parler de ce qu'on appelle l'assimilation biologique à cette époque, à l'époque moderne, à l'Antiquité même, donc ça a commencé déjà même à l'époque antique, je pense. Et il dit, les Européens noirs, donc il y avait des Européens noirs, auraient été contraints à l'assimilation biologique, c'est-à-dire qu'ils auraient été obligés de se marier avec des blancs par une propagande subtile de pro-métissage. Ainsi, dans les musées, on se met à représenter des faux portraits blanchis de rois noirs ou de reines noires. Donc, quelque part, même dans les grandes familles monarchiques où il y a des noirs, on veut se dissocier de cette couleur. On ne va pas hésiter à demander aux peintres attitrés de grandes familles de réaliser des portraits de plus en plus blanchis de certains personnages. Et Gottfried, qui est un conservateur et qui a travaillé dans plusieurs musées, parle de certaines photos qu'il aurait découvertes. Donc il dit, des photos découvertes dès 1934 et qui révèlent des portraits non retouchés de la collection de Van Arsene-Beyeren, la plus riche famille de la République, témoignent également de cela. On y découvre de véritables teints bruns et noirs de la noblesse et de la bourgeoisie. Et ce passage concerne une lettre ouverte qu'il aurait carrément écrite à la Royal Dutch Science Academy à Amsterdam, justement pour dénoncer ces choses qu'il aurait vues de ses propres yeux. Il aurait vu des peintures, des tableaux, avec des couches superficielles, avec des reliefs, uniquement au niveau de la peau. Et quand les personnages avaient un tant soit peu les cheveux crépus, on essayait de dorer ces cheveux, de les blondir en fait quelque part. Et pour lui, il s'agissait de preuves flagrantes de falsification historique. Et j'en arrive à la fin de mon exposé, mais je voudrais partager avec vous quelques éléments quelques preuves de falsification. Je ne sais pas si on peut appeler ça preuve, en tout cas, ce sera à vous de déterminer les choses.